24 octobre 1929, jeudi noir. En 6 heures, les Américains ont perdu 14 milliards de dollars, plus que la valeur de toute l'économie canadienne. 13 millions d'actions ont été vendues dans la panique. Les lignes téléphoniques n'ont pas pu faire face. La communication avec la bourse a été coupée. Mais peu de gens savent que ce crash a commencé avec la décision d'un seul homme. Un homme que les journaux appelaient Sunshine Charlie, le banquier le plus populaire d'Amérique. C'était Charles Mitchell. C'est lui qui a déclenché ce que nous appelons aujourd'hui la Grande Dépression. 7 mois plus tôt, Charles Mitchell a prononcé une phrase qui était censée sauver l'économie américaine. Au lieu de cela, elle a mis en marche le mécanisme du crash le plus terrible de l'histoire de l'humanité. La Grande Dépression a duré 10 ans et a changé la vie d'une génération entière d'Américains. 25 millions de personnes ont perdu leur emploi, une personne sur 4. 5000 banques ont fermé définitivement, emportant avec elles les économies de millions de familles. 2 millions d'Américains étaient sans abri. Les familles vivaient dans des boîtes en carton dans des villes de tentes amèrement appelées Hooverville. Les suicides ont augmenté de 30%. Dans un pays qui, hier encore, se considérait comme le plus riche du monde, les gens faisaient la queue pour du pain gratuit. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Dans les années 1920, l'Amérique connaissait un boom sans précédent. Les années folles, les voitures Ford, les radios dans chaque foyer, les clubs de jazz, les gratte-ciel en pleine ascension. Il semblait que la prospérité durerait éternellement. Et c'est alors qu'un homme est entré en scène qui allait transformer le rêve de richesse en un cauchemar pour des millions de personnes. Charles Edwin Mitchell est né en 1877 dans une famille d'agriculteurs du Massachusetts. Rien ne laissait présager que le fils de cet homme simple deviendrait le banquier le plus influent d'Amérique et changerait le destin d'une nation entière. En 1919, Mitchell a pris la tête de la National City Bank, la plus grande banque du pays avec des actifs de 2,7 milliards de dollars. C'était plus que le budget de la plupart des pays du monde à cette époque. Mais l'ambitieux banquier avait une idée révolutionnaire qui allait tout changer. Avant Mitchell, les actions étaient des jouets de riches. Seuls 500 000 Américains, moins de 1% de la population, possédaient des actions. Les gens ordinaires gardaient leur argent dans les banques ou achetaient des obligations. Le marché boursier était un club fermé pour l'élite. Mais Mitchell y a vu une énorme opportunité. Chaque Américain devrait être un capitaliste, a-t-il dit. Pourquoi la richesse ne devrait-elle appartenir qu'aux riches? En 1920, Mitchell a créé une filiale, la National City Company. Sa tâche était simple, vendre des actions aux Américains ordinaires directement dans les agences bancaires. Lorsqu'une personne venait ouvrir un compte d'épargne, on lui proposait d'investir dans le rêve américain. Mitchell a transformé la vente d'actions en un art. Il a étudié chaque détail, la psychologie de la vente, la cupidité humaine, les rêves des Américains ordinaires. Ces vendeurs ont été placés dans 69 agences bancaires à travers le pays. Ce n'étaient pas des banquiers étrangers, ce n'étaient de véritables marchands de rêves, formés selon le programme spécial de Mitchell. La publicité était révolutionnaire pour son époque. Des annonces sont apparues dans les journaux. Devenez riche en investissant seulement 15 $ par mois. Devenez partenaire d'American Telephone et Télégraphe. Vos enfants seront fiers de vous. Vous êtes un investisseur. Les magazines publiaient des histoires de réussite. Comment une secrétaire de l'Ohio est devenue riche en 2 ans. Un conducteur de tramway a acheté sa propre maison avec des dividendes. Les vendeurs utilisaient des astuces intelligentes. Ils disaient aux clients « Monsieur Johnson, vous ne voulez pas travailler pour quelqu'un d'autre toute votre vie, n'est-ce pas? Les actions de General Electric, c'est votre chance de devenir maître de votre propre destin. » Ou « Madame Smith, votre mari travaille pour Ford. Pourquoi ne deviendriez-vous pas copropriétaire de l'entreprise ?» Les bureaux de la National City Company étaient décorés d'affiches montrant des familles heureuses devant de grandes maisons. Grâce aux actions, nous avons acheté la maison de nos rêves. Des visages heureux, des voitures chères, des enfants souriants, tout criait « Cela pourrait être votre vie ». Mais le vrai génie résidait dans le système de crédit. Les actions pouvaient être achetées sur marge. Déposez seulement 10% de votre propre argent, empruntez le reste à la banque. Imaginez, vous avez 100 $, vous achetez 1000 $ d'actions, si elles augmentent de 20%, vous gagnez 200 $, le double de votre argent. Les vendeurs le démontraient avec des exemples simples. Regardez, Monsieur Brown a acheté des actions de la Radio Corporation pour 500 $, en investissant seulement 50 $. En 6 mois, elles ont augmenté de 150 $. Son profit, 300%. Et votre argent en banque n'aurait rapporté que 15 $. Le résultat a dépassé toutes les attentes. De 1925 à 1929, le volume des prêts pour l'achat d'actions est passé de 2 à 8,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 425% en 4 ans. Le nombre d'Américains possédant des actions est passé de 500 000 à 10 millions de personnes. Une enseignante de l'Ohio a hypothéqué sa maison pour des actions de la Radio Corporation. Un agriculteur du Kansas a vendu son bétail pour acheter des titres General Motors. Un mécanicien de Détroit a investi 6 mois de salaire dans des actions Ford.
Tout le monde croyait que c'était leur chance de s'enrichir. Et Mitchell se pavanait dans la gloire. Il était qualifié de génie financier et de démocratiseur de Wall Street. En 1928, il a gagné 1,2 million de dollars. En argent d'aujourd'hui, cela fait 20 millions. Les magazines écrivaient sur lui comme l'homme qui a fait de chaque Américain un millionnaire potentiel. Mais Mitchell est allé plus loin. Il a créé des fiducies d'investissement, des fonds qui achetaient des actions avec de l'argent emprunté. Ces fiducies elles-mêmes sont devenues des sociétés anonymes, dont les actions étaient à nouveau achetées à crédit. Le résultat fut une pyramide de dettes construite sur l'espoir que les prix augmenteraient éternellement. Au printemps 1929, même les économistes les plus optimistes commençaient à s'inquiéter. Les prix des actions augmentaient plus vite que l'économie. Le système de la Réserve fédérale a sonné l'alarme. Le marché était surchauffé. Les chiffres étaient effrayants. Les actions des grandes entreprises se négociaient à des prix 15 fois supérieurs à leurs bénéfices annuels. Pour comparaison, aujourd'hui, un tel ratio est considéré comme un signe de bulle spéculative. Le 6 février 1929, le système de la Réserve fédérale a émis un avertissement aux banques. Arrêtez d'accorder des prêts pour la spéculation sur le marché boursier. La Banque centrale a exigé de limiter les prêts sur marge. La réaction du marché a été immédiate. En mars, les actions ont commencé à chuter. En quelques jours, les Américains ont perdu des milliards. La panique grandissait. Il semblait que la bulle avait éclaté. Puis, le 12 mars 1929, Charles Mitchell a pris une décision qui a changé le cours de l'histoire. Il a convoqué une conférence de presse et a prononcé des mots qui resteront dans l'histoire. La National City Bank fournira au marché toute la liquidité dont il a besoin. Nous ne permettrons pas qu'une crise inutile se produise. L'effet a été immédiat. Les journaux sont sortis avec des titres « Sunshine Charlie sauve le marché ». Les actions ont rebondi. En une semaine, le marché a récupéré toutes ses pertes et a atteint de nouveaux records. Après la déclaration de Mitchell, le marché est entré dans la phase finale de folie. À l'été 1929, les actions ont atteint des sommets historiques. L'indice Dow Jones est monté à 381 points, un record qui ne serait pas battu avant les 25 années suivantes. 3 millions de nouveaux Américains sont entrés sur le marché au cours des derniers mois précédant le crash. Des épouses ont secrètement mis en gage des bijoux pour acheter des actions. Un cireur de chaussures donnait des conseils d'investissement. Même les enfants dépensaient leur argent de poche en titres. Ceux qui sont entrés sur le marché plus tôt se sentaient des génies. De simples employés sont devenus millionnaires sur papier. Les chauffeurs achetaient des manoirs, les secrétaires des manteaux de fourrure. L'Amérique était enivrée par l'illusion d'une richesse infinie. Mais derrière la façade de la prospérité se cachait la mathématique de la catastrophe. Chaque dollar investi en actions n'était soutenu que par 10 cents d'argent réel. Avec une baisse de prix de 10%, l'investisseur sur marche perdait tout. Avec une baisse de 50%, il devait à la banque plus que ce qu'il gagnait en un an. À l'automne 1929, l'argent intelligent a commencé à s'inquiéter. Les grands investisseurs institutionnels, les fonds de pension, les compagnies d'assurance, les banques, ont vu des signes avant-coureurs qui échappaient à l'attention des gens ordinaires. Premièrement, les indicateurs économiques se détérioraient. La production industrielle ralentissait, les ventes de voitures chutaient, la construction de nouvelles maisons diminuait, mais les actions continuaient de grimper, ignorant la réalité. L'écart entre le marché boursier et l'économie est devenu critique. Deuxièmement, les investisseurs avertis comprenaient mieux que les autres la mathématique du trading sur marge. Ils ont vu que lorsque 90% de l'argent sur le marché était constitué de fonds empruntés, toute baisse se transformerait en catastrophe. Joseph Kennedy, père du futur président, a raconté plus tard. Quand le cireur de chaussures a commencé à me donner des conseils boursiers, j'ai su qu'il était temps de vendre. Troisièmement, les initiés connaissaient les plans du système de la Réserve fédérale. La Banque centrale se préparait à augmenter les taux d'intérêt, ce qui rendrait les prêts sur marge plus chers et pourrait déclencher des ventes massives. Les grands acteurs ont commencé à prendre discrètement leurs bénéfices. Ils vendaient par petites portions, afin de ne pas faire chuter le marché prématurément. Mais en octobre, la patience était à bout. Certaines banques ont reçu des informations privilégiées, selon lesquelles la Banque d'Angleterre prévoyait d'augmenter ses taux, ce qui forcerait automatiquement la Fed à faire de même. Le matin du 24 octobre 1929, les plus grands fonds d'investissement de New York ont pris une décision coordonnée. Il est temps de sortir. Ils ont commencé à vendre par gros blocs, des centaines de milliers d'actions simultanément. Les prix ont rampé vers le bas, d'abord lentement, puis en avalanche. À midi, la panique a commencé. En une journée, ils ont vendu un record de 13 millions d'actions, 5 fois plus que d'habitude. Les courtiers ne pouvaient pas traiter les ordres, le système téléphonique n'a pas pu supporter la charge. L'effet domino que Mitchell avait involontairement créé avec son système a été lancé. Premier domino, la chute des prix a forcé les banques à exiger des contributions supplémentaires des investisseurs sur marge. Deuxième domino, les gens n'avaient pas d'argent pour les paiements supplémentaires.
Ils ont été forcés de vendre des actions, ce qui a encore fait chuter les prix. Troisième domino, la chute des prix a rendu les actions impropres comme garantie pour de nouveaux prêts. Les banques ont cessé de prêter, ce qui a privé le marché de liquidité. Quatrième domino, les banques qui avaient accordé trop de prêts sur marge ont commencé à faire faillite. Les premiers à tomber furent ceux qui avaient suivi l'exemple de Mitchell. 29 octobre, mardi noir, le crash final. En une journée, les Américains ont perdu 14 milliards de dollars, plus que ce que les États-Unis ont dépensé pour toute la Première Guerre mondiale. Derrière les chiffres secs se cachaient des tragédies humaines. Edward Hopkins, un mécanicien de Détroit, a acheté des actions Ford pour 5 000 $, ses économies de toute une vie. En novembre, elles valaient 200 $, et la banque a exigé 3 000 $ supplémentaires. Hopkins s'est pendu dans son garage. Mary Caulfield, une enseignante de l'Ohio, a hypothéqué la maison de ses parents pour acheter des actions de la Radio Corporation. Après le crash, la banque a saisi la maison. Une famille de 3 générations s'est retrouvée à la rue. À New York, des files d'attente se sont formées non seulement devant les banques, mais aussi sur les ponts. Les suicides ont atteint des niveaux records. Le pont de Brooklyn est devenu un symbole de désespoir. Ceux qui hier encore se considéraient millionnaires y mettaient fin à leur jour. Qu'en est-il de Mitchell ? En 1933, il fut convoqué devant le Congrès. Le sénateur Carter Glass a demandé « Vous considérez-vous responsable de la ruine de millions de familles américaines ?» Mitchell a répondu « Je voulais donner aux gens l'occasion de s'enrichir. Personne ne les a forcés à acheter des actions. » Mais la justice a rattrapé Sunshine Charlie. En 1933, il fut jugé pour évasion fiscale de 850 000 $. Il fut contraint de démissionner dans l'ignominie la plus complète. L'homme que l'on appelait le sauveur du marché est devenu un symbole de la cupidité et de l'irresponsabilité. La société américaine était divisée quant à son attitude envers Mitchell. Les journaux écrivaient sur lui de différentes manières. Le New York Times l'a qualifié d'architecte de la catastrophe financière et d'homme qui a transformé le rêve américain en cauchemar. Les Américains ordinaires le détestaient de tout leur cœur. Dans les rues de New York, il était hué. Un journal de Détroit a écrit « Charles Mitchell nous a volé plus que n'importe quel voleur de banque dans l'histoire. Un voleur prend un sac d'argent, mais Mitchell a pris l'avenir d'une génération entière. » Mais il y avait aussi des défenseurs. Beaucoup d'hommes d'affaires ont dit que Mitchell n'avait forcé personne à acheter des actions. Les gens eux-mêmes ont choisi la cupidité plutôt que la prudence. Ses anciens collègues ont affirmé « Charlie s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. N'importe quel banquier à sa place aurait fait la même chose. » Quant à la National City Bank, paradoxalement, la banque a non seulement survécu la crise, mais s'est renforcée. Après la démission de Mitchell, la nouvelle direction a mis fin à toutes les opérations risquées, se concentrant sur les dépôts et les prêts conservateurs. La banque a reçu un soutien gouvernemental car elle était trop grande pour tomber. De plus, l'effondrement des concurrents a permis à National City d'absorber leurs actifs pour des broutilles. En 1935, la banque contrôlait un segment de marché encore plus important qu'avant. Mitchell lui-même a passé le reste de sa vie dans une relative obscurité. Après le procès, il a déménagé en Europe, où il a travaillé comme consultant pour de petites banques. De retour aux États-Unis dans les années 1940, il a fondé une modeste société d'investissement. Sunshine Charlie est devenu un homme âgé dont on ne se souvenait que comme un symbole de la cupidité des années 1920. Mitchell lui-même a décédé en 1955, à l'âge de 78 ans, sans jamais reconnaître sa responsabilité dans la Grande Dépression. La catastrophe déclenchée par Mitchell a changé le système financier américain pour toujours. En 1933, le Congrès a adopté la loi Glass-Steagall, séparant les banques commerciales et d'investissement. L'objectif était simple, ne plus jamais permettre aux banquiers de jouer avec l'argent des déposants. La Securities and Exchange Commission a été créée pour superviser le marché. L'assurance des dépôts bancaires a été établie. Des exigences strictes pour le trading sur marge ont été introduites. L'Amérique a juré que cela n'arriverait plus jamais. Mais le gouvernement a également pris des mesures plus radicales. En avril 1933, le président Roosevelt a signé un décret qui a ébranlé les fondations de l'économie américaine. Les particuliers se sont vus interdits de posséder de l'or. Tous les Américains étaient tenus de remettre leurs pièces d'or et lingots au gouvernement à un prix fixe. C'était une tentative désespérée de reprendre le contrôle du système monétaire. Tant que les gens pouvaient exiger de l'or en échange de dollars, le gouvernement ne pouvait pas imprimer de monnaie pour lutter contre la dépression. La confiscation de l'or a permis d'augmenter la masse monétaire et de réduire la déflation. Mais le prix était la violation du droit fondamental des Américains à posséder des métaux précieux. En un mois, les Américains ont remis plus de 3600 tonnes d'or, plus que les réserves actuelles de la Russie et de la Chine combinées.
Et un an plus tard, le gouvernement a relevé le prix officiel de l'or de 20 à 35 $ l'once, gagnant des milliards de dollars sur le métal confisqué. Les cicatrices de la Grande Dépression sont restées pendant des générations. L'économie américaine a mis 10 ans à se redresser. Des millions de personnes ont à jamais perdu confiance dans le marché boursier. Toute une génération a préféré garder son argent sous le matelas plutôt que dans des banques de confiance. Aujourd'hui, près d'un siècle plus tard, l'histoire se répète avec une précision effrayante. 50 millions d'Américains négociaient des actions via des smartphones. Le volume des prêts sur marge a atteint un record de 900 milliards de dollars. Des applications comme Robinhood promettaient la même chose que Mitchell offrait. Faire de chacun un investisseur. Zéro commission. Trader comme un pro. Investissez votre salaire. Une nouvelle génération investit dans les crypto-monnaies et les actions même, empruntant de l'argent sur des comptes sur marge. Même promesse d'argent facile, même prêt bon marché. Le même mécanisme que Mitchell a créé il y a près de 100 ans. L'Américain moyen doit aujourd'hui plus que ce qu'il gagne en un an. Le trading sur marge a atteint les niveaux de 1929. Et encore une fois, des millions de gens croient que cette fois c'est différent. L'histoire de Charles Mitchell est celle de la façon dont de bonnes intentions peuvent mener à la catastrophe. Il voulait vraiment donner aux gens ordinaires une chance de s'enrichir. Mais son système a transformé le rêve américain en un cauchemar pour un quart de la population du pays. Chaque Américain devrait être un capitaliste, a déclaré Mitchell en 1928. Tout le monde devrait investir, dit-on aujourd'hui. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. La prochaine fois que vous entendrez des promesses d'argent facile et des appels à démocratiser la finance, souvenez-vous de Sunshine Charlie et demandez-vous qui en profitera réellement. Abonnez-vous à la chaîne, il y aura beaucoup d'autres histoires de ce genre à venir.